Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Nathalie Mantilla de Generali, responsable de l'architecture d'entreprise. Pour ma part, donc Parthan Jegatazan, donc je suis architecte référent sur 2 domaines au sein de Generali, sur les domaines retraite et santé et prévoyance. Voilà. Avant d'aller directement dans le sujet qui est la collaboration des architectes d'entreprise au sein de programmes de transformation à Generali, je vais vous présenter en fait Generali. Donc Generali, c'est un leader international en assurance et de gestion des actifs, ainsi que dans le secteur de l'épargne et de la retraite. C'est un groupe historique puisqu'il date de 1831. Son chiffre d'affaires est de plus de 95 milliards d'euros dans le monde, dont plus de 19 milliards en France. On a 8 millions de clients en France et 71 millions de clients dans le monde. Ce qui représente en fait au niveau de la DSI plus les agents généraux 9000 collaborateurs en France. L'architecture à Generali en fait est représentée par une direction où on est 60 et la DSI est une DSI de 800 personnes à peu près. Voilà. Ça, c'était pour le contexte Generali. Sur le système d'information Generali, on a environ 319 applications métiers, 114 progiciels sur différents domaines qui sont l'épargne, la finance. On a nos filières de souscription qui sont derrière une plateforme de type progiciel low-code. On a un système d'information qui est assez ancien puisqu'il a plus de 14 ans environ. Donc, on a des technologies qui sont très hétéroclites et représentées par 378 technologies à gérer. Donc, ça va du mainframe à l'Azure. Donc, vraiment, on fait le grand écart. Voilà. Et tout ça, en fait, dans un projet, il faut faire fonctionner toutes les compétences qui vont bien, puisque un projet, derrière, il y a plusieurs technologies. Voilà. Alors, le sujet du jour, en fait, c'est la collaboration entre architectes et les autres rôles clés. Donc, les architectes référents, les architectes d'entreprise, les architectes solutions, la sécurité, la conformité, les études, le métier, tout ça, en fait, doit fonctionner correctement pour pouvoir faire des plans de transformation sans endetter, bien entendu, le SI. Et on sait tous que la collaboration, tout le monde y croit. Tout le monde aimerait que ça fonctionne bien, mais on voit très bien que le monde... Dans le monde réel, en fait, on peut tous mieux faire, mieux collaborer, en fait. Alors, pourquoi parler de collaboration aujourd'hui? Je pense que c'est un peu un enjeu majeur aujourd'hui au niveau du système d'information et notamment dans les différentes entreprises, parce qu'on se rend compte qu'on a un écosystème SI qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus riche, et puis également contraint par de la réglementation, par des règles de conformité, etc. D'accord ? Plus on est gros, plus on est dans des structures assez importantes, on a également des rôles au niveau de l'architecture qui se multiplient. Parce que quelque part, pour gérer et maîtriser cette richesse, il faut de la spécialisation. Voilà, pour une bonne maîtrise de bout en bout sur les différents domaines. On voit aussi qu'il y a de plus en plus d'accélération, parce qu'on va vers des SI plus ouverts, on va vers de l'IA, on va vers des nouvelles technologies. Et donc l'objectif de ces entreprises, c'est effectivement de rester
dans les tendances du marché, tout en répondant aux ambitions stratégiques et besoins métiers. Et puis le dernier point, c'est que l'approche qui permet justement de faire en sorte que toute l'entreprise arrive en fait à quelque part faire évoluer son système d'information tout en permettant en fait de répondre aux ambitions stratégiques, c'est justement de collaborer, mais au-delà de collaborer, de coopérer. C'est très important. Collaborer, c'est facile de travailler entre les différentes parties prenantes, mais je pense que la notion de coopération, c'est-à-dire tisser des liens et des affinités, peuvent mieux faire avancer les différents projets et les sujets stratégiques d'une entreprise. À ça, on peut voir qu'il y a plusieurs enjeux, donc des enjeux multiples, qui sont des enjeux stratégiques, opérationnels et organisationnels. Au niveau de l'architecture, il faut comprendre que côté stratégie, on a un rôle assez important en tant qu'architecte de pouvoir en fait proposer des solutions qui permettent quelque part d'atteindre les ambitions stratégiques d'une entreprise. On a aussi un enjeu au niveau opérationnel parce que quelque part, un des objectifs, selon moi, pour un architecte, c'est de collaborer, c'est d'accompagner les différentes équipes sur un projet, mais aussi de co-construire la solution. Ça, c'est très important. Le dernier point, c'est l'aspect organisationnel, effectivement, avec tout le beau monde qu'il y a, des architectes, le métier, les études, la sécurité, la conformité, et puis notamment des partenaires externes, il est très important quelque part de bien s'organiser pour mieux piloter, animer, coordonner les différentes équipes pour livrer un projet. Voilà. Alors ici, c'est une slide qui représente les différents rôles que nous avons au sein de l'architecture, mais également au-delà de l'architecture dans l'accompagnement d'un projet. Donc on voit qu'il y a le métier, il y a les études, les architectes, il y a plusieurs rôles. On a bien évidemment la sécurité, la conformité et puis toute la partie production, infrastructure. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que lorsqu'un projet arrive chez Generali, où nous avons un impact assez important en termes de mise en œuvre, l'ensemble de ces parties prenantes sont sollicitées et quelque part, en partant du besoin, derrière, nous avons pour mission côté architecture de décliner là où les solutions permettant de répondre à ces besoins métiers, tout en considérant les contraintes. Les contraintes, ça peut être les contraintes des études au niveau applicatif, au niveau technologique. On peut également avoir à prendre en compte les contraintes sécurité, notamment la partie RGPD, par exemple. Des éléments liés à la partie conformité et également s'assurer qu'en termes de production, nous avons derrière des ressources infra qui suivent les ambitions du métier sur du court, moyen et long terme. Donc c'est un peu comment dire, une mise en place que nous avons qui est en place, qui nous permet d'œuvrer dans les différents projets pour que les différents éléments de l'architecture soient considérés en ayant tous ces entrants-là venant de ces différentes parties prenantes. Et quelque part, le rôle de l'architecte ici, c'est justement de capter toutes ces contraintes, toutes ces attentes et proposer une solution qui tienne compte de tous ces aspects-là. Alors, pour faire la collaboration, à Generali, on a mis en place un certain nombre d'assets qui facilitent cette collaboration. Donc, on a défini les rôles et les process, un RACI bien défini et communiqué au sein de l'entreprise. Les process sont également définis et communiqués. Chaque nouveau arrivant est embarqué, est formé autour de ses rôles, de ses process. Au sein de la direction en architecture, on a mis en place des instances
des instances pour que l'architecte en fait soit embarqué dès les phases d'idéation et de cadrage des projets. On a mis en place des pré-coarches qui permettent en fait de vérifier au préalable ce qui va être présenté au coarche, où là il y a toutes les parties prenantes que Partane vient de vous présenter. Le pré-coarche, en fait, c'est une animation uniquement intra-architecture. On a des design reviews, qui sont représentés par des entités spécifiques autour de la data, autour des API, pour s'assurer que ce qui est fait autour des data, autour des API, respecte en fait les règles de l'art. On a des coarches avec toutes les parties prenantes. On a également des rituels à l'architecture, avec des peer reviews entre les architectes pour résoudre des problèmes qu'un architecte pourrait avoir sur un sujet bien précis sur son projet. On a des communautés d'architectes qui permettent en fait de partager le savoir-faire d'un architecte d'entreprise auprès d'un architecte solution sur des bonnes pratiques, des patterns, etc. On a des Art 5 dans le cadre de la méthodologie agile qui permettent de synchroniser tous les projets entre les différents référents. On a des supports ponctuels d'architectes d'entreprise qui, eux, en fait, ont une vision plutôt patrimoine. Donc, ces supports ponctuels permettent à un architecte référent d'avoir une connaissance plus détaillée ou plus en hauteur du patrimoine de son domaine. Donc, un accompagnement d'architectes d'entreprise qui peuvent faire des pré-cadrages pour préparer le terrain d'un futur projet, et des suivis de direction auprès de la direction cette fois-ci pour nous donner les bonnes orientations lors d'un démarrage d'un projet. On a mis en place également des outils à la direction de l'architecture. Donc, on travaille principalement avec du Teams, du Confluence, donc des espaces collaboratifs. On a mis en place un outillage autour de l'IA avec Facilitator qui nous facilite grandement la vie lorsque l'on fait des réunions, ça nous résume et ça nous réalise le plan d'action à mettre en place lors des échanges potentiellement avec les études, etc. On a un Jira qui est commun à tous et qui est en synchronisation avec notre Clarity, qui est en fait l'outillage qui permet de suivre le pointage sur les projets et le consommer. On a des normes, des patterns, des cadres d'archi qui vont aider en fait les architectes à identifier quelle est la bonne solution à mettre en place dans mon projet. La stratégie SI, elle est communiquée donc par la direction plusieurs fois dans l'année quand elle évolue, et elle est communiquée de plusieurs manières. Elle est communiquée à travers un intranet, elle est communiquée par la direction qui vient présenter à ses équipes cette stratégie, ce qui permet en fait de faciliter, tout le monde est au courant en fait de quelle direction on doit prendre. Le référentiel, on a un référentiel applicatrice de patrimoine. Donc, ce référentiel applicatif de patrimoine permet d'avoir la connaissance de toutes les applications utilisées sur un projet. Donc, toutes les personnes qui interviennent sur le projet peuvent consulter en fait ce référentiel applicatif. On a des supports qui sont construits de manière collaborative avec toutes les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ce sont toutes les parties prenantes que Partane vient de vous présenter.
on a un langage commun. Donc, langage commun, c'est un modèle informationnel d'entreprise qui permet en fait de construire nos API, nos data products dans un langage commun, ce qui est important parce qu'il n'y a pas uniquement des personas, mais il y a également nos outils qui doivent être communs à tous et une méthode connue par tous qui est l'agile. Donc, on a eu une formation SAFe au sein de l'architecture où tous les architectes en fait ont été formés à SAFe. Et tous ces inputs en fait contribuent dans la collaboration de nos projets, puisque tous ces assets sont connus par toutes les parties prenantes. Alors, ici, on va vous partager un retour d'expérience sur un projet d'entreprise. Donc, c'est un projet qui a débuté l'année dernière et qui s'est étendu sur 18 mois. Donc, d'ailleurs, il est toujours en cours. D'accord. L'objectif du projet, c'est de déployer en fait un nouveau produit pour être conforme à la nouvelle réglementation, notamment la loi Pacte de 2019, sur un produit en particulier qui est sur le domaine de la retraite. Donc, c'est le PER obligatoire, donc le plan d'épargne retraite obligatoire. Alors, c'est un gros projet, vous verrez donc avec les différents chiffres. En termes de contexte général, je pense que comme Nathalie l'a précisé, on est en pleine transition vers de l'agilité à l'échelle. Donc, on a encore pas mal d'équipes qui sont toujours en cycle en V, qui n'utilisent pas du tout les outillages qui favorisent l'agilité, type Jira, etc. Ils ont toujours leur fichier Excel, hein, très clairement, pour pouvoir piloter leur activité, par exemple. Et puis, à ça, on ajoute toutes les autres équipes qui ont déjà un pas, soit totalement dans l'agilité, donc avec les cérémonies, avec les nouvelles pratiques, les outillages Jira, Confluence, etc. Et puis à ça s'ajoute aussi donc, des enjeux de transformation, parce qu'on a aussi un ici qui est en pleine modernisation, comme Nathalie l'a précisé, on a beaucoup de systèmes, et des systèmes notamment vieillissants sur certaines parties, certains périmètres. Donc, un des enjeux de Generali, c'est aussi de moderniser le système d'information et d'accélérer davantage vers de la digitalisation, tout en industrialisant et automatisant les différents processus. Dans le cadre de ce projet-là, vous avez ici quelques chiffres clés. On a 9 streams majeurs qui ont été impactés. Quand on parle de stream, pour donner quelques exemples, on a par exemple le stream produit. Donc là, c'est plutôt le métier qui travaille sur la définition du produit. Nous avons par exemple tout le stream décisionnel. Donc ça correspond à tout ce qui tourne autour du reporting, des dashboards, etc. qu'il faut mettre en place, mais tout périmètre confondu. À savoir, ça peut être au niveau marketing, ça peut être au niveau finance, ça peut être au niveau réglementaire, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment tous ces éléments-là qui sont inclus dans ce stream-là. Ensuite, vous avez également, par exemple, un stream autour de la filière de souscription. Donc la filière de souscription, qu'est-ce que c'est? C'est toute la partie où on va réaliser une partie de l'avant-vente et de la vente du produit. Donc voilà pour vous expliquer un peu les différents streams. À ces streams-là, il faut que vous ajoutiez derrière l'ensemble des équipes qui vont œuvrer, d'accord, pour cette mise en œuvre. Et effectivement, nous parlons de à peu près plus d'une trentaine d'équipes impactées, avec plus de 25 applications, y compris des parties du périmètre fonctionnel qui sont déléguées en fait à des partenaires à l'extérieur, avec qui on se doit de s'intégrer. Donc c'est là où vous voyez donc 70 interfaces avec le partenaire. Donc c'est quelque part, il faut définir les périmètres de responsabilité entre le partenaire et nous Generali, et derrière s'entendre sur les modalités, les contrats d'interface. Pour justement en fait piloter, coordonner et animer l'ensemble de ces équipes, parce que 30 équipes derrière, je vous ai mis un peu un chiffre histoire de donner un ordre de grandeur. C'est comme si nous avions 50 personnes qui travaillaient à temps plein pendant 18 mois sur ce projet. Voilà.
Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur du projet de ce programme. Et on a effectivement été épaulé, accompagné par une direction programme qui nous a énormément aidé à aligner l'ensemble de ces équipes impactées, sachant que, comme je vous l'ai indiqué, sur les trentaines d'équipes impactées, nous avions une partie, quasiment la moitié, qui était en cycle en V, et puis l'autre moitié qui était en cycle en agile. Et toutes celles qui étaient en cycle en agile n'étaient pas forcément sur les mêmes plannings de PI, par exemple, pour ceux à qui ça parle. Donc voilà, donc toutes ces contraintes, donc il fallait les prendre en compte, les considérer, pour que derrière, nous puissions en fait livrer en temps et en heure les différents lots de ce projet. Ce qui a en fait marché dans ce programme-là, et je pense qu'il faut le dire, c'est le positionnement de l'architecture aujourd'hui au sein de Generali France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'architecture au sein de Generali a une position qui est reconnue, à une position où nous intervenons dans les projets dès la phase d'idéation, dès lors qu'un sujet est en état de l'embryon, pour que derrière on puisse apporter en fait notre contribution, pour que derrière également on puisse avoir les grandes orientations et les impacts transverses au sein du système d'information. Tous nos sujets, toute notre contribution, elle est aussi axée sur de la co-construction. On co-design toutes nos solutions avec l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est assez important. Ce n'est pas quelque chose qui est travaillé en chambre et ensuite décliné. C'est quelque chose où on travaille en chambre, mais derrière, et très rapidement, on partage cela aux différentes équipes pour qu'on puisse recueillir, collecter les avis afin de les adapter, ces différentes solutions, et les proposer pour que derrière, il y ait un engagement des différentes équipes. Dans le cadre de ce programme, encore une fois, la direction de programme a eu un rôle assez important parce que pour un architecte, s'il devait aller en fait coordonner l'ensemble de ces équipes impactées, ça serait très difficile, ne serait-ce que d'aligner sur une réunion l'ensemble des acteurs sur un périmètre donné, ça aurait été très difficile. Par contre, ce qui aurait pu être anticipé ou mieux réalisé, et je pense que sur ce genre de projet d'envergure, c'est assez difficile. On ne peut pas malheureusement tout traiter. On a des décisions parfois qui sont prises assez tardivement, qui peuvent par moments impacter nos cadres d'architecture. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a également des processus, par exemple des processus de collecte de dettes et de suivi de ces dettes pour que ces dettes-là soient corrigées à l'avenir. On a aussi une coopération transverse qui est un peu inégale dans le temps, parce qu'effectivement, au démarrage, donc, il y a effectivement un fort enjeu et puis une mobilisation très forte dans les phases amont. Mais c'est vrai qu'avec le temps, ça se diffuse. Et donc, quelque part, la direction programme a joué en fait le rôle pour essayer de garder l'ensemble des équipes engagées du premier mois de contribution jusqu'aux 18 mois pour qu'on puisse avoir ces projets-là livrés en temps et en heure, tout en respectant ce qui a été convenu en termes d'architecture et en termes d'impact pour livrer la valeur derrière ce projet. En vue de cette envergure et équipe, organisation, parfois les informations sont peut-être un peu floues, sont diffuses, parce qu'il y a énormément d'acteurs, hein, effectivement, et donc il n'est pas toujours évident de décliner, de partager les informations, et il est vrai que parfois les informations se perdent dans les mails, dans les comptes rendus, etc. Et je pense que la direction programme dont les débuts a eu du mal justement à diffuser ces informations de manière, on va dire, partagée et commune, a réussi en fait en mettant en place des cérémonies périodiques et en faisant des notes de diffusion succinctes on va dire, tacler et à lever ces problématiques-là. Donc voilà pour partager un peu une expérience d'un des gros projets qu'on peut avoir sur une décennie au sein de Generali.
Alors là, c'est une synthèse plutôt et un retour d'expérience, notamment se basant sur ce projet que j'ai partagé précédemment, mais également d'expérience de Nathalie et moi-même. Je pense qu'il est important que l'architecture ait une position assez reconnue au sein d'une organisation, et notamment avec une direction dédiée pour que derrière, l'activité fonctionne et que quelque part, on soit légitime d'intervenir sur les différents projets afin d'accompagner les équipes et l'entreprise. L'approche de co-design est aussi importante parce que quelque part, c'est une manière d'embarquer, donc c'est une part de syndiquer, mais c'est aussi d'embarquer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit côté métier ou éventuellement côté IT, pour construire une solution et la faire évoluer. La mise en place aussi des patterns, il faut savoir que ces cadres-là nous aident énormément, parce que quelque part, c'est ce qui nous donne un peu une cible. Et derrière, dans le cadre des différents projets, opérationnellement, on essaye d'atteindre ce cadre, ces cibles qui sont définies. Et le cas échéant, on les ajuste pour que on puisse tenir compte des contraintes d'un projet, d'un programme, d'un aspect plutôt budget ou éventuellement de contraintes métiers ou autres. Il faut aussi savoir que un des éléments, je pense, assez important, c'est l'intervention de l'architecture dès la phase d'idéation. Ça, je pense qu'on gagne énormément de temps à inclure, à faire participer l'architecture dès la phase d'idéation, parce que quelque part, on est en capacité, avec notre vision et rôle transverse, de voir très rapidement les impacts, les contraintes et lever, on va dire, tout obstacle possible pour que le projet puisse être mené et livré dans des conditions favorables. En termes de difficultés, tout dépend effectivement de la complexité du projet, mais plus le projet est complexe, plus il y a d'intervenants et plus c'est difficile de faire en sorte d'avoir l'ensemble des parties prenantes dans des choix, décisions que l'on peut faire. Donc parfois, effectivement, nous partons sur des hypothèses, énormément d'hypothèses, pour qu'on puisse proposer des solutions qui conviennent à tous. Et lorsque nous avons des cas de friction parce que tout simplement nous n'arrivons pas à s'entendre sur des solutions, l'objectif c'est aussi quelque part d'avoir des processus qui permettent de la dérogation ou éventuellement de consolider tout cela dans des backlogs de dettes pour que ça puisse être traité par la suite. Je pense qu'un autre point aussi qui est assez intéressant, c'est la divergence des priorités. L'ensemble des équipes, donc par exemple si je prends le projet d'avant, il y a une trentaine d'équipes. Les trentaines d'équipes sont sur peut-être une dizaine de projets du même type. Il est très difficile de voir quelles sont les priorités. Et donc, la gestion du portefeuille de projet ou de programme, justement, a un rôle aussi assez important de diffuser les enjeux et les priorités de l'entreprise pour que derrière, nous puissions faire au niveau opérationnel les bons choix en termes de contribution et derrière engager les équipes en temps et en heure. Je pense qu'on peut passer sur la partie risque de non-collaboration. Donc, ce que l'on a constaté en fait sur nos projets où la collaboration n'était pas là, c'est que sur un projet, les équipes avancent individuellement, chaque projet livre, les utilisateurs finaux sont satisfaits, ils ont leur fonctionnalité mise en place. Cela dit, en fait, on se rend compte à la longue que l'intégration entre les systèmes va devenir de plus en plus chère parce qu'ils ne respectent pas les principes édictés par les architectes. Les données
sont de mauvaise qualité. Il y a une perte de qualité de données qui peut impacter par la suite lorsqu'on reconnecte les tuyaux sur ce genre d'application, un impact fort sur les données des autres applications, des systèmes qui ne sont plus évolutifs, des projets qui vont coûter de plus en plus cher et des systèmes de moins en moins résilients avec une dette d'archi qui est de plus en plus forte et surtout une perte de crédibilité vis-à-vis du métier par rapport à l'IT, puisque les projets vont devenir de plus en plus chers. Donc finalement, en fait, un SI sans collaboration, c'est comme un orchestre philharmonique où s'il n'y a pas de chef d'orchestre, s'il n'y a pas de partition partagée, s'il n'y a pas de tempo commun, en fait, le résultat, ce ne sera pas de la musique. Et pourtant, chaque musicien est virtuose dans son domaine. Donc, une collaboration montre bien que pour qu'un projet fonctionne, c'est la collaboration qui est vraiment au centre de la réussite du projet. En fait. Et le constat aujourd'hui, donc, c'est que l'architecture n'est plus un exercice individuel, mais plutôt un exercice collectif. Ça n'existe plus l'architecte qui travaille tout seul dans son coin. Maintenant, l'architecte doit travailler avec toutes les parties prenantes. On a tous un rôle pour construire ensemble un SI cohérent, sécurisé et durable. Et la valeur de l'archi ne dépend plus de la qualité d'un architecte isolé, mais d'un collectif et de la qualité d'un architecte à collaborer. Ça, c'est hyper important. Et lorsque la collaboration fonctionne, on va réduire les conflits, on va accélérer les projets, on va améliorer la sécurité et on va construire finalement un SI durable. Merci pour ce témoignage à deux voix. C'était intéressant et je trouve ça assez complémentaire. Et je commence par une question un constat que j'ai fait là, dans vos succès, là, votre première ligne, là, dans votre diapo, vous disiez que l'architecture est reconnue pour son rôle via une direction dédiée. Dans les facteurs clés de succès de la présentation Banque de France, il y avait un témoignage qui disait ça marche bien parce qu'on a le même patron, et notre Chief Data Officer et le DSI, c'est la même personne, et donc on l'a, j'exagère un petit peu, mais c'était plus facile parce qu'on avait une direction commune. Et donc je me demandais où était le juste, est-ce qu'il y avait un juste milieu, est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient favorables ou défavorables à avoir une direction dédiée. Et vous pouvez aller encore un cran plus loin. Vous avez cité le projet PEROB, un gros projet. Est-ce que dans une situation d'un gros projet comme ça, est-ce qu'il faut des architectes qui soient dédiés au projet? Et si oui, est-ce qu'ils répondent? Comment ils répondent à la direction de programme? Quel est le lien entre la direction d'architecture et la direction de programme? Je vais peut-être répondre à la première question. Donc moi, ça fait 25 ans que je suis à Generali. J'ai connu plusieurs types d'organisations, dont des organisations où on avait une direction actuelle qui est dédiée architecture et des architectes en fait qui étaient sous la responsabilité d'un directeur qui était aussi bien étude que architecte. Et en fait, dans le deuxième cas, la chose, c'est qu'il va regarder principalement la partie opérationnelle et la partie delivery. En fait, il faut que le projet sorte. Voilà, quelle que soit l'architecture qui est derrière. Donc, on construit moins un système urbanisé lorsqu'on est dans un cas comme ça que lorsque un directeur est là pour appuyer en fait le rôle de l'architecte, ses bonnes pratiques, un SI durable, un SI respectant en fait tous les patterns autour de l'architecture, du découplage jusqu'à mettre en place des référentiels, enfin, etc. Sur la partie grand projet? Alors sur la partie grand projet, on a, en termes de cadre que l'on déploie, d'un prisme architecture reste toujours le même. On a toujours en fait un architecte domaine ou référent qui est lead. Donc si c'est un projet retraite, c'est l'architecte référent du domaine qui est lead. Sur un projet tel que
per hub. Comme je l'indiquais, on avait 9 streams. Donc, il y avait la partie avant-vente, vente, après-vente, les systèmes en aval, la finance, le réglementaire, etc. Donc, c'est des domaines différents. Donc, on avait 4 architectes référents donc, qui étaient impliqués sur ce programme, avec un architecte référent lead qui était moi, étant donné que le projet était côté retraite. Mais derrière, mon objectif, c'était de faire en sorte que je puisse embarquer ces 3 autres architectes référents sur les autres domaines, par exemple la finance. Et derrière, donc cet architecte référent, nous avons des architectes solutions qui sont là pour réaliser en fait l'instruction d'architecture sur les différents périmètres. Donc chaque architecte référent, on s'aligne sur le cadre global, en termes d'orientation, etc. Mais derrière, dès lors que l'on entre dans la conception détaillée, on fait appel à des architectes solutions qui vont derrière proposer des solutions sur les différents périmètres. Voilà. Et donc, quelque part, je parlais de la direction de programme pour pouvoir piloter, coordonner les différentes parties prenantes du programme. Mais au sein de l'architecture, étant donné qu'on était 7 architectes qui étions impliqués, engagés sur ce programme-là, c'était à moi de jouer ce rôle de la direction de programme, mais au niveau de l'architecture, pour s'assurer que l'ensemble des instructions... de la direction de programme. Exactement. Et il y a Christophe Bexas de Naval Group qui pose une question complémentaire. Qui fait le travail d'architecte business dans cette organisation? De l'architecte business. Architecte business, architecte métier, peut-être architecte d'entreprise. Alors, on a effectivement donc le métier qui exprime son besoin. Donc, on a 2 entrants, ça peut être une expression de besoin de 3 lignes. On peut avoir un cahier des charges ou éventuellement des JIRA maintenant, parce que maintenant, de plus en plus, on a des JIRA avec des EPIC, des US. Tout cela, ce sont des entrants pour nous. Derrière, sur un besoin, on peut avoir donc l'architecte référent qui va intervenir pour mettre en place, pour faire le cadrage, donc pour poser un peu les grandes orientations, les gros impacts sur les différents domaines, les applications, etc. Une fois que ce travail-là est fait, si ça ne concerne uniquement son périmètre, il fera appel à un architecte solution, d'accord, qui va lui venir en fait détailler sur base de ce cadrage, faire la conception, donc détailler les différents impacts avec les différentes équipes, bien évidemment. Il ne bosse jamais tout seul, y compris l'architecte référent. Hein. Il bosse avec l'ensemble des parties prenantes, et c'est ce que Nathalie disait, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une approche de co-construction, de collaboration, plutôt que de travail dans son coin, en chambre, et que derrière, ça soit décliné. Voilà, un peu en top-down. Voilà, on est plutôt sur un mode, on doit tous travailler ensemble, chacun en fait a sa part de contribution, a sa part de créativité. Et nous, on est là pour justement capter tout ça et essayer de travailler en se basant, en ayant tous ces éléments, tous ces entrants-là, pour derrière proposer une solution. Et donc, l'architecte référent sur un niveau high level, effectivement, il joue aussi le rôle de l'architecte business. Voilà. Parce qu'il a une expression de besoin qui arrive, il le décline. Et ensuite, l'architecte solution va à son tour identifier les sous-process potentiels sur les différents domaines ou périmètres fonctionnels impactés. Voilà. Donc, on joue tous ce rôle-là. On a un rôle un peu de polyvalence, tous, mais à des niveaux de granularité différents. C'est ça qui est important de comprendre. Vous avez beaucoup parlé de co-design, de coopération, de co-construction. Oui. Est-ce que ça va jusqu'à une responsabilisation de l'architecte sur cette bonne communication, ou l'architecte reste juste un facilitateur, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé au sein du club urbain, ou est-ce que Generali va jusqu'à dire c'est la responsabilité de l'architecte de coordonner les parties prenantes? Alors, sur son activité et son instruction, j'estime effectivement qu'il a un rôle de coordinateur pour construire la solution, la proposer, et de faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes puissent être, comment dire, sponsor de la solution qu'il va sortir. D'accord. Après, la frontière n'est jamais facile, hein, parce qu'on risque très vite de devoir coordonner toutes les parties prenantes du programme. Et donc ça, c'est un peu le risque.
Et c'est là où, effectivement, selon les projets, selon les moyens mis par rapport à la complexité du projet, nous avons des organisations derrière, avec des directions programmes parfois, où on a un PMO, on a un directeur programme, on a un coordinateur IT, etc. Donc on peut s'appuyer sur ces personnes-là pour justement, on va dire, nous soulager et puis se concentrer vraiment sur notre activité principale, qui est de faire de l'architecture. La co-coordination. C'est de la co-coordination. Encore une fois, je pense que c'est important. C'est qu'on fait beaucoup de co, comme vous le dites, hein, c'est co-coordination, co-construction, etc. Et je pense que c'est assez important si quelque part on veut aussi capter l'intention des différentes parties prenantes et les faire converger vers, on va dire, notre solution. Voilà. C'est une manière aussi, quelque part, voilà, c'est donnant-donnant. Question qui revient sur les méthodes plus d'architecture. Vous avez parlé d'ADR. Comment vous avez implanté ces architectures design record et quel impact vous avez constaté? Alors, les ADR, on démarre. L'année dernière, on a mis en place en fait le principe, et cette année, on souhaite en fait utiliser l'ADR comme outil qui permettrait d'accélérer en fait l'instruction de nos projets, de telle manière à ce que le référent, l'architecte référent, soit lui-même décisionnaire en fait de validation, pour ne plus passer dans des comités de validation type coarch, mais dire bon ben voilà, c'est un projet allégé, je peux prendre la décision, et cette décision, je l'inscris dans le référentiel d'ADR. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas vu l'effet que ça allait donner, et notre objectif cette année, c'est d'aller vers cette co-validation, en fait, dans le sens où c'est le référent qui validera et qui inscrira sa décision de choix, de conformité ou non du projet par rapport au principe. Pour compléter, c'est un peu responsabiliser, d'une part, en fait, l'architecte référent sur son périmètre. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est aussi d'être, par rapport à ce contexte de transition vers de l'agilité, c'est d'être sur des cycles courts. Voilà. Okay. Je vais juste choper 2 mots. Transition et court. Vous remercier et on va laisser faire une courte transition pour que vous puissiez laisser votre place à Lawal, Nina et Eric de la Société Générale pour la dernière présentation. Merci beaucoup. Merci.